Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on allons regarder la fiche de cours propagation de la lumière et spectre lumineux donc au niveau seconde générale. Donc on verra donc la propagation de la lumière, des choses que vous avez déjà vues. La lumière se propage de manière rectiligne, donc sa trajectoire est une ligne droite, donc qui part de la source et qui va par exemple jusqu'à l'œil, mais qui va en gros qui part de la source en ligne droite. On représente le trajet de la lumière donc par le modèle du rayon lumineux, une droite orientée par une flèche. La flèche donc part de la source de lumière et va vers donc soit un observateur, soit un autre objet. La valeur donc de la vitesse de la propagation de la lumière est constante dans le vide. Donc une valeur approchée dans le vide de la vitesse de la lumière, c'est c égale 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Vous avez peut-être, ou vous entendrez peut-être une autre valeur en kilomètres par seconde. Donc si c'est en kilomètres, donc ça veut dire qu'ici il faut enlever 10 puissance 3. Et donc ça fait 3 fois 10 puissance 5 kilomètres par seconde, ou alors 300 000 kilomètres par seconde. Ça signifie qu'en fait, chaque seconde, la lumière parcourt une distance qui vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres ou alors 300 000 km. Donc c'est super important de comprendre un peu l'ordre de grandeur de cette vitesse. Aucun objet ne peut aller plus vite sur Terre, donc par rapport à la vitesse de la lumière dans le vide, j'ai bien dit dans le vide. Donc vous avez donc chaque seconde la lumière parcourt 3 fois 10 puissance 8 ou alors 300 000 km, donc soit la vitesse qu'on appelle célérité 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans les milieux matériels transparents, donc c'est-à-dire dans les milieux transparents qui laissent passer la lumière, et dans les milieux matériels, parce qu'il y a de la matière, donc la lumière se déplace moins vite, et elle dépend de ce qu'on appelle l'indice de réfraction du milieu, qui est caractéristique du milieu. Donc vous avez une relation qui est la V, la vitesse donc de la lumière dans le milieu, c'est la vitesse de la lumière C dans le vide, divisée par l'indice de réfraction. L'indice de réfraction est un nombre sans dimension, c'est-à-dire sans unité, supérieur ou égal à 1. Donc si vous mettez ici n plus grand que 1, vous divisez la vitesse de la lumière par un nombre plus grand que 1, vous obtenez forcément un résultat qui est plus petit que le nombre que vous avez divisé. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que la lumière se déplace moins vite dans les milieux matériels transparents par rapport au vide. Ensuite, les spectres lumineux. Donc la lumière blanche. Qu'est-ce que la lumière blanche? La lumière blanche peut être décomposée à l'aide d'un réseau ou d'un prisme, ce qui permet d'obtenir son spectre. Alors la lumière blanche, en fait, c'est la lumière que vous avez dans vos lampes, lampes à incandescence, ou que vous avez des lampes que vous avez chez vous. Alors si elles ne sont pas des lampes avec des gaz bien particuliers, vous avez certainement déjà vu ce spectre. Donc ici, quand vous prenez une source de lumière blanche et que vous envoyez cette lumière sur un réseau ou sur un prisme, vous pouvez obtenir ici ce qu'on appelle le spectre. Alors le spectre, chaque nuance colorée du spectre correspond à ce qu'on appelle une radiation monochromatique caractérisée par sa longueur d'onde. Longueur d'onde ici qu'on nomme et généralement dans l'unité usuelle qui est le nanomètre. Donc c'est bien un petit n, petit m. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que le spectre, là, c'est un peu le contenu de la lumière que vous analysez. Donc, si vous voulez analyser une lumière, vous envoyez cette lumière sur un réseau ou sur un prisme. Derrière, vous obtiendrez le spectre, c'est-à-dire que vous obtiendrez, en gros, toutes les radiations qui sont comprises dans cette lumière. Et ce qu'on voit dans la lumière blanche, c'est qu'en fait, il y a une infinité de radiations qui vont de radiations avec 400 nanomètres de longueur d'onde jusqu'à 800 nanomètres de longueur d'onde. Et on voit bien que ce spectre, il est continu, il y a une variation continue des couleurs, c'est pas abrupt, il n'y a pas des changements brutals. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit que ce spectre-là est un spectre d'émission continue. Donc le spectre continu de la lumière émise par un corps chaud dépend de la température de surface de ce corps. Alors ici vous avez par exemple une température T1 pour un corps qui émet, donc un corps chaud émet de la lumière. Bon, vous le savez, hein, prenez un morceau de fer chaud, vous voyez bien qu'il est rouge. Si vous le chauffez encore un peu plus, il peut virer au blanc écarlate. Ne serait-ce que prenez un filament d'une lampe, vous allez voir qu'au filament au tout départ il est un petit peu rouge. Mettez un peu plus d'intensité et faites-le chauffer beaucoup, vous allez voir qu'il va devenir blanc écarlate et vous allez même plus regarder tellement la lumière va être blanche écarlate, vous allez enlever vos yeux, sinon vous allez vous les brûler. Donc ici, il faut bien comprendre qu'un corps chaud émet de la lumière. Alors vous vous en avez peut-être pas rendu compte aussi avec un briquet. Prenez un briquet et réglez la sortie de gaz. Vous verrez qu'en gros, la flamme elle va passer généralement quand le débit est mal réglé, une flamme qui est plutôt jaune-rouge et qui chauffe rarement grand-chose si vous avez fait du camping. Par contre, si vous voulez faire chauffer de l'eau avec une flamme,
vous allez plutôt avoir tendance à régler le débit de gaz pour que la flamme soit bleue, limite incolore, limite transparente, et là vous allez voir que ça va chauffer beaucoup plus, en tout cas avec une flamme qui sera bleue. Donc ici, quand la température de surface d'un corps augmente, et bien en fait le spectre est plus lumineux et il s'enrichit vers le violet. Alors concrètement, pour faire des choses un peu schématiques, ici vous avez un spectre où en gros il y a majoritairement du rouge, et ici vous voyez bien qu'on s'enrichit vers les couleurs ici qui sont le bleu, le violet et un peu au-dessus après, mais là on ne le voit pas, mais en gros il s'enrichit donc en violet. Donc en gros, plus il y a de violet et d'ultraviolet, et en gros, moins il y a de rouge, plus un corps est chaud. Donc le spectre, quand la température de surface, retenez bien, augmente, le spectre il est plus lumineux et il s'enrichit vers le violet. Plus un spectre s'enrichit vers le violet ou se décale vers le violet, plus le corps qui émet donc ce spectre ou cette lumière qu'on a analysée a une température de surface qui est élevée. Alors ensuite, une partie sur les spectres de raies d'émission. L'exploitation d'un spectre d'émission, on vous dit, permet notamment d'identifier une espèce chimique. Un spectroscope permet donc d'observer un spectre d'émission montrant des raies colorées. Donc là ici, vous voyez, par exemple, vous avez un spectre. Donc là, c'est pour un gaz. Donc c'est les radiations donc, on a mis un gaz, on a mis une lampe à décharge, on l'a excité ce gaz et il nous produit donc en gros un spectre. Alors vous voyez qu'on a un spectre parce qu'on a analysé cette lumière donc avec un spectroscope, mais un spectroscope c'est rien d'autre qu'un prisme ou un réseau. Et on obtient ici cette fois-ci un spectre, vous voyez bien, un spectre on dit un spectre de raies d'émission. Alors un spectre d'émission, parce qu'on a analysé donc la lumière émise par la lampe, et un spectre de raies parce qu'on voit bien ici que contrairement à l'autre spectre qui était le spectre de la lumière blanche, qui était avec une variation continue ici des radiations et des couleurs, ici vous avez un spectre où vous avez juste quelques raies fines, très fines, noires. Ensuite, on a une raie verte, noire, ensuite on a une raie jaune. Mais tout ça, c'est très discret, très abrupt. Donc ici, on a un spectre qui est plutôt qui n'est pas du tout avec continu. Donc on a plutôt un spectre de raies. On ne peut pas avoir à la fois un spectre de raies, un spectre d'émission continue et un spectre d'émission de raies. Puisque soit il y a des raies ici, soit il est continu pour les spectres d'émission. Donc les radiations émises ici par une espèce chimique sont caractéristiques de cette espèce, c'est-à-dire, pour parler simplement, tous les éléments ont un spectre ici d'émission donc qui est singulier à cet élément. C'est-à-dire qu'en gros, chaque élément aura des positions sur ces raies d'émission qui seront différentes. Et donc la cartographie et la présence par exemple de ces 4 raies caractérisent un élément à cette position, à cette position, à cette position, à cette position. Un spectrophotomètre lui permet d'enregistrer un spectre d'émission montrant des pics. Alors ici vous avez donc la version lumineuse et là ici vous avez la version graphique. Mais en gros ici, intensité lumineuse, il faut bien que vous imaginiez qu'en fait, ça c'est une image donc visuelle et avec colorée de ce graphique, mais en fait ce graphique-là qui représente l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, c'est la même chose que ça. Sauf qu'ici, ici, on vous dit que vous avez donc une intensité lumineuse à 546. Si vous coupiez un peu, si vous voulez, par une vue de l'esprit, donc ce graphique-là avec une certaine hauteur, vous verriez bien que vous auriez ce pic-là ici, ce pic-là là, et enfin une association des pics. Donc ne vous formalisez pas. Si on vous dit qu'on vous montre un jour un spectre, un spectre lumineux, et qu'on ne vous montre pas un spectre avec des raies sur un fond noir, mais un graphique d'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, c'est la même chose, attention. Chaque raie colorée correspond donc à un pic d'intensité. Dans ce cas-là, ici, vous avez un pic d'intensité, une raie colorée, un pic d'intensité, une raie colorée. Donc ensuite, vous verrez que vous aurez certainement beaucoup d'exercices dans lesquels on vous donnera donc des spectres de raies de gaz connus, un spectre inconnu qui contient un ou plusieurs gaz, et on vous demandera d'identifier quels sont le ou les gaz présents. Alors pour faire ça, c'est pas compliqué. Vous relevez dans le spectre qu'on vous demande toutes les raies des positions et vous comparez par rapport à celles des spectres de raies qu'on vous donne. Pour qu'un élément soit présent dans un mélange ou dans un spectre inconnu, il faut qu'il y ait chacune des raies qui constituent donc le spectre de l'élément caractérisé. S'il n'y en a que deux et qu'il n'y a pas les deux autres, c'est pas le gaz de ce spectre-là. Il faut faire attention à ça. Ensuite, les lois de Snell-Descartes. Donc, les lois de Snell-Descartes, donc on a étudié deux phénomènes qui sont la réflexion. La réflexion, c'est le renvoi d'une partie de la lumière dans le premier milieu. Donc là, vous imaginez, vous avez un rayon incident. Vous avez un milieu 1, un milieu 2, typiquement de l'air et de l'eau.
vous avez un rayon incident qui arrive ici. Là, vous avez donc un angle de réflexion, et là, vous avez un phénomène qui s'appelle la réflexion. Renvoi d'une partie de la lumière dans le premier milieu. On reste dans le milieu 1. Pour la réfraction, c'est le changement de direction de propagation d'une partie de la lumière lors du passage dans le second milieu. Donc là, on voit bien que le rayon incident, là, vous avez le rayon réfracté. Vous voyez bien qu'il est passé, donc la lumière est passée d'un milieu 1 à un milieu 2, mais la direction de propagation, elle a changé. On n'est pas continué dans la même direction. Donc par rapport au rayon incident, les rayons réfractés et réfléchis sont de l'autre côté de la normale. Donc la normale, c'est en gros la droite qui est perpendiculaire donc à la surface de séparation, qu'on appelle aussi dioptre. Donc vous prenez votre surface de séparation, vous tracez la droite perpendiculaire qui passe par le point d'incidence, c'est ce qu'on appelle la normale. L'angle ici entre la normale et le rayon d'incidence, donc c'est ce qu'on appelle le rayon incident, c'est l'angle d'incidence. L'angle entre la normale et le rayon réfléchi, bon, c'est l'angle de réflexion. On les note I1 ou II et IR pour réflexion, pour l'angle de réflexion. Pour l'angle de réfracté, donc l'angle c'est toujours entre la normale et le rayon. Donc vous aurez bien compris, je suis un peu lourd, mais en fait les angles sont définis par rapport à la normale à la surface de séparation et pas la surface de séparation. Attention, il faut bien tracer la normale et les angles sont repérés par rapport à cette normale. Les lois de Snell-Descartes sont les suivantes. Donc un milieu traversé par une radiation, c'est-à-dire une radiation, on est bien d'accord que c'est donc une radiation caractérisée par une longueur d'onde, et caractérisée donc par un indice de réfraction noté petit n. Les lois de Snell-Descartes pour la réfraction. Donc ici, vous avez une relation qui relie l'indice de réfraction du milieu 1, l'angle d'incidence, le milieu 2, l'indice de réfraction du milieu 2 et l'angle de réfraction. Cette loi s'appelle la loi de Descartes pour la réfraction. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Cette loi permet de déterminer l'indice de réfraction d'un milieu. Effectivement, généralement, on prend ici souvent l'air. Si on prend ici celui l'air dont l'indice de réfraction est égal à 1, considéré un peu comme du vide. Donc si vous avez 1 ici, si vous mesurez plusieurs I1 et plusieurs I2, vous pouvez en déduire graphiquement, comme on l'a fait en TP, donc l'indice de réfraction N2. La loi de Snell-Descartes, donc pour la réflexion, c'est I1 égale IR. Si vous arrivez par rapport à la normale avec 30 degrés, vous repartez par rapport à la normale avec 30 degrés. Donc dans l'autre sens, bien entendu, par rapport à la normale, vous ne repartez pas dans la même direction. Ensuite, donc la dispersion de la lumière par un prisme. Un prisme donc, est réalisé dans un matériau dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. C'est une des caractéristiques importantes du prisme. Il en résulte une dispersion des lumières monochromatiques dont les différentes composantes ne sont pas défiées de la même façon. Alors pour comprendre ça, il suffit juste de regarder la loi de Snell-Descartes. Si ensuite, là, vous arrivez dans l'air, par exemple, ici, si vous prenez, alors je vais essayer de montrer, voilà. Ici, là, vous avez une réfraction, puisque vous avez un milieu 1 de l'air, et ici, vous avez un milieu 2 qui est, en gros, le prisme. Donc si on prend l'indice ici du vide, qui est égal à 1, si j'arrive ici, si je fais la normale ici, je vois bien qu'il y a a priori un seul angle d'incidence. Donc j'ai 1 fois le sinus de l'angle d'incidence. Donc a priori, ça vaut une seule valeur. N1 fois sinus I1, ça vaut une seule valeur, puisqu'il y a un indice, un angle. Et bien on pourrait se dire, si l'indice ici est 1 N2, il devrait y avoir un seul I2, c'est-à-dire un seul angle. Or ici, on voit clairement, quand vous regardez ce schéma, que par rapport à la normale ici, le violet n'est pas dévié de la même façon que le bleu, le vert et le rouge. Donc ça, c'est possible uniquement s'il y a plusieurs I2, suivez bien le raisonnement, si N1 fois sinus I1 est constant et qu'il n'y a qu'une valeur, s'il y a plusieurs valeurs pour I2, il ne peut pas y avoir une seule valeur de N2, parce qu'une valeur de N2 avec plusieurs valeurs de sinus, ça doit forcément donner plusieurs valeurs. Or, je n'ai qu'une valeur. Donc pour n'avoir qu'une valeur ici, il faut qu'en gros, concrètement, ces valeurs, les différentes valeurs de I2 que l'on voit expérimentalement, soient nécessairement compensées par plusieurs valeurs de N2. Et donc c'est pour ça qu'en gros, on vous dit ici que le prisme est réalisé dans un matériau dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Donc cet indice-là dépend de la longueur d'onde, ça veut dire que pour chaque radiation ici, qui arrive dans la lumière blanche, parce que la lumière blanche, n'oubliez pas, dans la feuille de cours, ici, la lumière blanche, c'est la superposition de toutes les radiations comprises entre 400 et 800 nanomètres, donc il y en a une infinité là. Donc là, en fait, quand vous envoyez ce rayon de lumière blanche, vous arrivez ici donc avec
une infinité de radiations monochromatiques avec chacune des longueurs d'onde. Mais pour chacune de ces radiations monochromatiques avec une longueur d'onde, comprise entre 400 et 800, l'indice ici va varier. Et si l'indice varie, et bien ici, si ça c'est constant, et que l'indice varie, bah forcément, ici l'angle va varier pour compenser. Donc ça c'est, on peut le faire dans les deux sens. Donc ici, si ça vous avez 1 et là vous avez un angle, si l'indice varie, bah forcément l'angle va varier pour donner la même valeur. Parce qu'en gros, une fois, si ici, si je prends le problème dans le même sens, si l'indice n'a pas la même valeur en fonction de la longueur d'onde, et si je n'ai qu'un angle, et ben là j'aurai quelque chose qui va varier en fonction de la longueur d'onde. Or là, je n'ai qu'une seule valeur, puisque je n'ai qu'un indice qui est celui de l'air, 1, et je n'ai qu'un angle d'incidence ici dans le schéma, alors que je vois bien plusieurs angles I2. Donc c'est pour ça qu'ici on vous dit que l'application des lois de Snell-Descartes pour la réfraction permet d'interpréter ce phénomène de dispersion, et il permet de l'interpréter, et nous surtout, on l'utilise pour faire les spectres. Donc ici vous avez une lumière blanche, donc un système ce qu'on appelle dispersif, dont l'indice dépend de la longueur d'onde. Chaque radiation est réfractée selon un angle différent d'après la loi de Snell-Descartes. Et donc ici vous avez une première réfraction, ici une deuxième réfraction, donc le phénomène est encore amplifié. La lumière blanche est donc composée de lumière colorée. La dispersion ici de la lumière blanche par un prisme est la séparation des différentes radiations de cette lumière lors de 2 réfractions successives. Et ici la première, parce qu'on change de milieu, et ici on rechange encore de milieu. Ensuite, pour le bilan en image, le bilan en image il est assez simple. Vous avez le soleil avec une lumière qui nous envoie une lumière, qui se propage à 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide ou dans l'air, en première approximation. Quand cette lumière-là, vous pouvez la faire arriver sur un prisme. Prisme dans lequel la vitesse de la lumière est plus faible que dans le vide ou dans l'air. Et ça caractérise d'ailleurs l'indice de réfraction du prisme. On obtient alors grâce à ça, donc ici, on a étudié, si on prend ce phénomène-là, le phénomène de réfraction et de réfraction, les lois de Snell-Descartes, avec le rayon incident, le rayon réfléchi, qui repart avec le même angle par rapport à la normale. Ici, vous avez la surface de séparation. Et là, vous avez donc le rayon lumineux réfracté. Les lois de Snell-Descartes, I1 égale R et N1 sinus I1 égale N2 sinus I2 pour les lois de la réfraction. Et si vous avez un prisme qui dépend, dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde, vous pouvez donc obtenir le spectre. Et ce spectre peut nous permettre d'observer les corps denses et chauds, spectre continu d'émission, avec, rappelez-vous, la caractéristique, plus un corps est chaud, plus son spectre s'enrichit vers le violet. Et vous avez les gaz chauds, donc cette fois-ci ce sont des spectres de raies d'émission assez caractéristiques avec un fond noir et des raies colorées que vous pouvez avoir sur ce spectre ou alors sur des graphiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.